suite à cette première grande restauration en collaboration avec M. Huxley, nous avons ensuite reçu d'un collectionneur privé français une pendule réalisée par un horloger français du nom de Antti Janvier, qui a travaillé aussi dans cette période des années 1800, quelque peu avant, peut-être quelque peu après, je ne sais plus précisément. Et cette pendule avait la forme d'un meuble en bois laqué, un premier piédestal en bois laqué, surmonté d'une partie horlogère, avec un extérieur en bronze doré au feu, avec des sections carrées, avec des indications sur chaque côté, entre autres astronomiques, et également comprenant quantième perpétuel. Et puis le tout, la partie centrale de ce mouvement, était surmonté d'un atlas en bronze, assez grande dimension, peut-être 40-50 cm de hauteur, qui lui, comme on le voit dans le lieu de reproduction, tient au-dessus de lui, porte au-dessus de lui le monde. Et là, sur cette réalisation d'Antti Janvier, il porte une sphère armilière où là-dedans tournent toutes sortes de disques représentant les planètes et autres. Tout cela dans un globe vitré, ouvragé de vitré. C'était aussi un travail fort intéressant et aussi bien conséquent, parce que quelque chose de façon forcément Antti Janvier, c'est un des grands horlogers français en parallèle de Breguet, Berthoud, Robin. Donc il a fait des réalisations souvent uniques, parfois un peu du même genre, mais quand même en principe unique. Et là, la demande du propriétaire était de restaurer cet objet, ce que j'ai fait là, à mon souvenir, assez personnellement, parce qu'on ne pouvait pas forcément travailler à deux artisans sur cet objet, ce n'était en fait pas nécessaire. Et cela m'a occupé aussi pendant bien des mois, mais c'était un challenge aussi bien intéressant. Un magnifique objet en fait, une valeur aussi bien élevée. Suite à cela, on est gentiment dans les années 2010 et avec objectif, le musée a eu à ce moment-là comme objectif de réaliser une exposition sur les automates, entre autres de Jacques Edreau et de différents autres automates. Quand on a, suite à cette précédente restauration dont j'ai parlé, de cet atlas, Antti Janvier, le propriétaire de cet objet, quand il a entendu parler qu'on voulait faire cette exposition était prévue, eh bien il a dit: ah, mais moi je possède deux éléphants de grande dimension, automates, réalisés dans les années 1850 aussi, par la maison James Cox à Londres, et qui avait été certainement commandé par, je ne sais pas si c'est la Chine, en tout cas par un pays d'Asie à cette époque-là. Et il a rapidement dit, ce collectionneur:
Je vous les prête très volontiers pour votre exposition, mais en ce moment il se trouve également en Asie pour une exposition temporaire, pour l'ouverture d'un magasin dans lequel il l'avait mis à disposition. Mais il a dit que ces deux éléphants ne sont... Un, il est fonctionnel, on peut dire, avec des aléas, mais l'autre était plus en état de fonctionnement. Et il a dit, je vous les prête volontiers pour votre exposition, mais après, à vous de savoir si vous voulez présenter des objets qui fonctionnent, ce qui paraît très bien logique. Et puis, en discussion avec la direction du musée, on a dit, ben, maintenant, il faut... Il a dit, je peux les laisser rapatrier de l'Asie assez rapidement. Et puis ensuite, vous établissez un devis pour ces deux pièces. Et après, vous pouvez rapidement mettre ceci en restauration parce que ça, il nous restait peut-être une année, entre une année et une année et demie, quand ces discussions sont venues, jusqu'au départ de l'exposition Automates et merveilles, qu'elle s'intitulait cette exposition. Et à ce moment-là, quand on a vu les photos et puis qu'on nous a donné les dimensions de ces objets, c'était pas des petits éléphants, c'était des éléphants pas aussi conséquents qu'un éléphant qu'on peut voir dans la nature, dans certains pays, mais ils étaient quand même, ils étaient déjà sur un piédestal, un socle piédestal de bois, et puis ensuite ils étaient, je pense, la hauteur de l'éléphant lui-même était peut-être à 1 mètre, 1 mètre 20. Et puis au-dessus, il portait justement toute une partie horlogère sur le dessus, au lieu de porter un cornac sur leur dos, comme on peut le voir, comment on peut les utiliser. Ils avaient, les horlogères, James Cook avait réalisé aussi sous forme d'une section carrée et de tourelles, toute une partie horlogère, et puis qui est là, plus ça montait insensiblement, plus ça se présentait en forme de pyramide, jusqu'à ce qu'on arrive tout au sommet avec des colonnes de verre torsadées qui tournaient sur elles-mêmes, et puis tout au sommet, je ne me souviens plus précisément si c'était aussi une étoile qui était animée. Et justement, dans les états, l'horloge même donnait, c'était pas une horloge, c'était là-dedans, au niveau de la mécanique, c'était une mécanique très robuste, style pendule bracket clock, puis ça avait été fabriqué en Angleterre, mais il n'y avait pas de complexité de quantième, de sonnerie, de choses comme ça. Il y avait, je crois, tout de même une sonnerie sur carillon, mais la grande difficulté de cet objet, puis le grand intérêt, en fait, c'était que tout ce qui était au-dessus de la partie mécanique de base, il y avait des carousels de personnages qui tournaient, de différentes choses, des parties de verre torsadées qui tournaient sur eux-mêmes. Ça représentait une multitude de couronnes dentées et de tubes, justement, torsadés qui avaient à chacune de leurs extrémités des petits engrenages. Et quand tout ça est commandé par un unique ressort interne de la partie du rouage de sonnerie, parce que tout ça vient animer au moment où la pendule sonne, donc chaque quart d'heure, et également à l'heure, et ça donne un mouvement général global vraiment impressionnant, mais pas du tout évident à restaurer et à laisser et à faire fonctionner de la meilleure façon possible. Ces deux éléphants ont été restaurés par ma collègue Aurélie Michaud à l'époque, qui était restauratrice au sein de notre atelier, qui avait gentiment remplacé mon collègue Philippe Pellaton. Et j'avais, au départ de cette proposition de restauration, j'avais dit, ben voilà, il n'y a pas de jaloux. Toi, ma collègue Aurélie, tu
tu restaures un, puis moi je restaure l'autre. Et je lui avais dit, moi je vais restaurer celui qui fonctionne, et toi tu vas restaurer celui qui ne fonctionne pas. Comme ça, tu apprends véritablement quelque chose avec ce travail de restauration là. Puis en fait, dans l'avancement là, on avait une bonne année devant nous pour les restaurer tous les deux. Forcément que moi, après on n'a fait que ça. Moi j'ai progressé plus rapidement puisqu'il était en meilleur état. On les a quand même redémontés de A à Z. Et puis elle, bien sûr, elle est restée un peu en arrière avec l'avancement de ses travaux. Et puis le deuxième, et on l'a finalisé ensemble pour qu'il soit prêt pour lui présenter au départ de l'exposition. Et ils ont été présentés, c'était une chose magnifique en fait, parce que inespéré en fait, on n'aurait jamais, si on n'avait pas eu ce contact avec ce collectionneur, eh bien on n'aurait sûrement pas été les chercher chez lui parce qu'on ne savait pas qu'il les possédait. Et puis ils ont figuré à l'entrée de l'exposition de part et d'autre, justement de l'entrée de l'exposition du musée. Et c'était vraiment majestueux, on peut dire, comme départ d'exposition. Voilà.